5 prénoms inlassablement répétés, 5 gestes obsessionnels, 5 moments de guerre. Antonin est revenu des combats sans blessure apparente. La sienne est intime, enfouie. Nous sommes en 1919 et le professeur Labrousse, pionnier dans le traitement des traumatismes de guerre, se passionne pour son cas. Sa méthode, nouvelle et controversée, doit lui faire revivre les moments les plus intenses de sa guerre afin de l'en libérer. Tel est le synopsis des Fragments d'Antonin, un projet qui a germé dans l'esprit de Gabriel Lebaumin alors qu'il travaillait sur un documentaire consacré au choc traumatique de la guerre. En quête d'archives, il découvre des bobines de films tournées entre 1917 et 1920. Sur la pellicule, des soldats revenus du front dans un état de profonde confusion mentale. Le traumatisme se lit dans les corps, courbés ou perclus de tics et de spasmes incontrôlables. Au-delà du traumatisme, Gabriel Lebaumin s'interroge. Quel est l'impact des violences de la guerre sur les individus qui y sont confrontés? Comment réagit l'individu dans un contexte où les repères moraux du temps de paix sont brouillés et où des actes considérés en temps normal comme criminels sont couverts par l'autorité de l'État? Aujourd'hui, parlons blessures psychiques, culture de guerre, mutinerie, guerre des tranchées et cinéma avec Les Fragments d'Antonin, film de 2006 réalisé et scénarisé par Gabriel Lebaumin. Dans une démarche que l'on pourrait rapprocher du courant de la micro-histoire, qui consiste à étudier une époque, un groupe ou un milieu à travers un cas individuel, Gabriel Lebaumin a choisi de suivre un individu, Antonin, campé par Grégory de Rangers. Antonin, c'est un instituteur plongé dans un état de choc, prisonnier de son vécu de soldat, soigné par le psychiatre Labrousse, qui cherche à lui faire retrouver son passé à travers des stimuli visuels et sonores destinés à réveiller sa mémoire. Le film consiste en un enchaînement de séquences, autant de fragments de souvenirs qui ont marqué le protagoniste dans son âme et sa chair. Autant d'expériences au cours desquelles la guerre, un conflit extérieur qui le dépasse et l'englobe, s'est traduit par un conflit moral, intérieur et intime. Si le film a rencontré un certain succès critique à sa sortie, je ne cesse de m'étonner d'à quel point il semble peu connu du grand public. Cette vidéo a en partie pour but de souligner la très profonde richesse de ce long métrage. Certes, c'est un objet déroutant, dont la narration, volontairement confuse à l'image de l'esprit de son héros, reste tout de même cohérente, ce qui témoigne d'ailleurs de la grande maîtrise du réalisateur. Bien plus, ce film a l'avantage d'être prenant, tout en étant anti-spectaculaire. Il est poétique également, malgré son parti pris réaliste. Les scènes de combat sont réduites au minimum, les blessures, sans être euphémisées, sont traitées avec pudeur. On est loin du film de guerre à grand spectacle dans lequel l'expérience individuelle est écrasée dans un enchaînement convenu de scènes de combat explosives. Un peu ce qu'on avait reproché par exemple au 1917 de Sam Mendes, que j'apprécie par ailleurs, mais qui effectivement ressemble beaucoup à une forme de train fantôme adapté à la Première Guerre mondiale. Bref, dans Les Fragments d'Antonin, le réalisateur s'intéresse au vécu des personnages sans tomber pour autant dans le voyeurisme, laissant l'espace nécessaire à la poésie de la reconstruction de son personnage. Au-delà de l'aspect esthétique du film, auquel on peut ne pas adhérer, quel intérêt présente-t-il du point de vue de l'histoire? Tout d'abord, il représente une remarquable richesse thématique, ce qui en fait un excellent support pour aborder le vécu du soldat dans la Grande Guerre, je dis ça pour les collègues qui regarderaient cette vidéo. Il montre en effet, autant qu'un film le peut, la réalité de l'expérience de la guerre, la diversité des réactions individuelles face aux épreuves, mais aussi la cruauté d'une guerre dans laquelle le soldat, non content de devoir craindre l'ennemi, doit aussi subir la violence de la hiérarchie, dont le film ne cache pas la cruauté. En avant! Les gars, si on fait tous comme lui, la guerre on l'arrête de tout seul. Ah ouais, bâtard? Tu vas arrêter la guerre à toi tout seul? Tu prends en grâce à ta vie? Vous savez bien que là-haut c'est la boucherie. Non, c'est la France. Et c'est la guerre! Chartreux, écoute-moi. Regarde cette Bible. Regarde-la bien. Elle m'a sauvé la vie. C'est une jour des combats de balles en plein cœur. Tu m'entends? Elle parle du courage et de l'honneur du sacrifice. Elle nous mènera à la victoire. Tu vas monter toutes les ordres. Tu vas monter, tu vas les battre. Tu m'entends, tu vas les battre. Chartreux, Chartreux, la France a besoin de toi. Tu connais le règlement. Vous connaissez tous le règlement. Chartreux! Le film montre aussi comment on tient.
la conviction d'avoir le droit pour soi, le patriotisme, la solidarité entre camarades, l'alcool avant l'assaut, la religion, l'écriture de soi à travers la tenue d'un journal, la correspondance avec la famille ou l'être aimé, bref, la palette est assez large. Il reflète ainsi le principal débat historiographique des années 1990-2000 concernant la Première Guerre mondiale. Pour certains historiens, rassemblés autour de Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker par exemple, tenant d'une histoire culturelle, les combattants ont consenti au sacrifice, persuadés de la justesse de leur cause, dans un esprit de croisade patriotique. Ce consentement expliquerait la faible proportion des déserteurs ou des mutins. Ce consentement prendrait sa source dans ce que les auteurs de cette école appellent la culture de guerre, imprégnant les esprits chargés de haine pour le Boche, relayés par les artistes, la presse, les autorités religieuses ou encore les intellectuels à l'image du poète Charles Péguy tué en septembre 1914. Cette interprétation a notamment été critiquée par les tenants d'une histoire plus sociale que culturelle. Pour eux, le consentement a été essentiellement le fait des élites politiques et sociales, et les témoignages des combattants tentent au contraire à démontrer que la majorité était plus résignée que motivée à aller se battre. Les historiens de cette école mettent en valeur un ensemble de facteurs plus divers qui auraient contribué à expliquer la ténacité des combattants au front. La camaraderie, mais aussi la conscience professionnelle, ça c'est ce que met en avant Antoine Prost par exemple, mais aussi le maintien de liens avec l'arrière à travers les permissions et les correspondances. Dans le même temps, le refus de la guerre a été réévalué à la hausse récemment, de même que l'efficacité du système coercitif mis en place par la hiérarchie militaire, rendant la révolte difficile. C'est notamment ce qu'ont mis en valeur Nicolas Offenstad ou André Loez. Or, le film permet de voir ces nombreuses nuances de réaction face à l'horreur, notamment dans la scène de l'assaut, dans laquelle le fossé entre un adjudant patriote exalté et ses troupes apparaît clairement. Soldats, l'assaut d'aujourd'hui est le même qu'hier. Et le même que demain. Il nous mène sur le chemin de la victoire et de la liberté. La Côte 802, tout le monde s'en souvient, nous a arraché beaucoup de nos frères. Mais leur corps, désormais, marque la limite d'un monde libre. Au-delà, c'est le monde des barbares. Ce soir, la position ennemie sera nôtre. Dieu nous y attend. Il n'y aura pas de mort parmi nous. Il n'y aura que des héros et des martyrs. Soldats, pour la patrie et nos enfants. En avant! Allez! Le film montre aussi et surtout ceux qui n'y tiennent plus, les mutins, les déserteurs et les traumatisés de guerre. Leur nombre, nous l'avons dit, a été revu à la hausse par la recherche. Les désobéissances de guerre ont en effet été durement réprimées. Des centaines de soldats, près de 700 en France, furent en effet fusillés pour des abandons de poste, des désertions ou des mutineries. Par désobéissance, il faut comprendre le large spectre d'actes individuels ou collectifs dont le but, certes illusoire, était d'éviter les combats ou de protester contre la guerre. Désertion, violence contre les officiers, mutilation volontaire, fraternisation, refus collectif de monter au feu, par exemple comme les fantassins du 140e régiment d'infanterie à Verdun en mai 1916, qui, à bout de force, avaient littéralement refusé de monter en ligne. Autant d'actes violemment réprimés par le Code de justice militaire de 1857, qui établissait des conseils de guerre dont les méthodes expéditives avaient pour but de dissuader toute contestation. Dans un premier temps peu nombreuses, éparses et de faible intensité, en 1914 et 1915, les contestations ont gagné en force à partir de l'hiver 1916-1917, dans toutes les armées engagées dans le conflit d'ailleurs. C'est le résultat d'une profonde lassitude des soldats envoyés à la mort dans des offensives aussi meurtrières qu'inutiles, notamment les batailles de Verdun ou celles de la Somme et l'échec de l'offensive de Nivelles au chemin des Dames en avril 1917. La concordance entre cette nouvelle vague de contestation et la recrudescence des conflits sociaux et du pacifisme à l'arrière des lignes a fait craindre aux autorités la menace de la grève générale, voire de la révolution. Il s'agit d'un déserteur, un récidiviste, un certain... Krief, Simon Krief, mon capitaine. Depuis plusieurs mois, des mutineries éclatent, emmenées par des anarchistes. Les hommes sont fatigués, et je les comprends. Mais Paris réclame des exemples.
Au printemps de 1917, la France connaît ainsi une flambée de mutineries avec plus d'une centaine d'incidents dans les 2/3 des divisions d'infanterie. Au total, des dizaines de milliers de soldats sont impliqués. Ce mouvement, spontané et divers, est contenu par une combinaison de répression mais aussi de concessions. Sous les ordres du général en chef Philippe Pétain, près de 500 mutins sont condamnés à mort, des centaines d'autres sont incarcérés sans jugement dans des bagnes coloniaux. Les autorités politiques tempèrent la dureté de la répression, puisque beaucoup de sentences ont été commuées en peine de prison ou de travaux forcés, et on ne compte finalement que 30 exécutions pour les mutineries françaises de mai-juin 1917. La mémoire de ces mutineries a été l'objet de malaise dans une France victorieuse dans l'entre-deux-guerres. Ce n'est qu'en 2017, après la multiplication des travaux d'historiens sur le sujet, que les mutins furent pris en compte lors des commémorations du centenaire de la bataille du Chemin des Dames. Le 16 avril 2017, pour la première fois, un chef d'État français, ici François Hollande, avait mentionné explicitement les mutineries dans son discours, et la chanson de Craonne, symbole des mutins, avait été entonnée au cours des cérémonies officielles. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Mais le principal intérêt du film est qu'il éclaire le sujet du choc psychologique, sur lequel il n'existe aucune donnée chiffrée pour la France. Pourtant, dès le début de la guerre, certains combattants avaient développé des troubles. Perte de la vue, paralysie, tremblements convulsifs, autant d'effets du combat, d'autant que du fait de l'incompatibilité des tactiques avec la létalité du feu, surtout celle de l'artillerie, les pertes étaient abominables. En août 1914, en effet, la doctrine de l'état-major français était fondée sur l'attaque à outrance. On fait charger baïonnettes au canon les rangs ennemis par des bataillons de fantassins. Les Français, attifés de pantalons rouges et de képis, font des cibles faciles et sont hachés menus par l'artillerie et les mitrailleuses allemandes. Pour les seules journées des 20, 21 et 22 août 1914, les troupes françaises perdent 130 000 hommes. D'une manière plus générale, tout au long de la guerre, les soldats sont soumis à une pression physique et morale inédite. Faim, froid, fatigue, douleur, expérience de la mort d'autrui, de la destruction des corps par les mitrailleuses et les shrapnels des obus, de l'acte de tuer, de torturer, d'obéir à des ordres absurdes ou opposés à ses propres codes moraux. Tout conduit à la dissonance cognitive, la contradiction entre la volonté de l'individu et ses actes. Ainsi, Antonin, pacifique instituteur, colombophile, c'est-à-dire chargé des pigeons voyageurs, s'interroge dans son journal sur son rôle dans le conflit. Combien a-t-il fait de victimes, lui simple soldat, directement ou indirectement ? Dans les tranchées, à travers les messages qu'il doit envoyer, dans un peloton d'exécution. Il a été témoin et acteur de l'assassinat, ce qui le plonge en dissonance avec sa personnalité. Or, la psychologie de guerre n'est que balbutiante, et ne s'attendait pas à voir affluer de telles quantités de soldats incapables de se battre du fait de chocs psychologiques. Elle est donc impuissante à comprendre l'origine de ces troubles. Elle tâtonne. Cela vient-il d'une prédisposition du sujet? Est-ce l'effet de causes extérieures à l'individu et notamment de l'effet des explosions? C'est d'ailleurs ce que traduit l'expression du shell shock ou obusite en français à partir de 1915. Aussi, le corps médical, composé d'officiers, est-il partagé entre la nécessité de renvoyer les hommes au front et leur devoir de soins envers leurs patients? Ces derniers, quand leur cas est considéré comme grave, sont d'abord soignés dans des centres proches du front. Le traitement consiste en du repos, couplé à un régime à base de lait et de légumes. Ces centres sont surtout le lieu de la chasse aux simulateurs. Généralement, les patients sont renvoyés au combat à partir de 2 semaines. Les cas particulièrement lourds sont traités dans des centres à l'arrière. On leur fait faire du sport, on leur fait prendre des bains d'eau tiède, dans de rares cas, on a recours à l'hypnose, parfois à l'électrothérapie héritée de la psychiatrie du 19e siècle. Pas terrible. Là où les chiffres existent, notamment dans le monde anglo-saxon, ils sont relativement imparfaits. Pour la Grande-Bretagne, on estime que 65 000 anciens combattants bénéficiaient dans les années 20 d'une pension pour neurasthénie, un terme vague qui ne recouvre qu'imparfaitement l'éventail possible des troubles psychiques. Ainsi, Robert Ahrenfeld a estimé le nombre de blessés psychiques britanniques à 200 000 hommes. Il représente 5% des pensionnés de guerre. Dans le cas américain, on a dénombré 69 400 sujets traités pour troubles mentaux pour la durée de l'engagement américain, entre avril 1917 et novembre 1918. Sur les 2,5 millions d'hommes du corps expéditionnaire américain, cela représente un taux de 28 hommes pour 1000.
Or, nous l'avons dit, dans le cas de la France, il n'existe aucun chiffre sur les traumas psychologiques des combattants. Ils ont été peu, voire pas du tout, pris en charge après-guerre. Ils étaient toujours suspects de simuler afin d'obtenir une pension d'invalidité, ce dont témoigne le personnage d'ailleurs du professeur Lantier, au cours de certains échanges avec le professeur Labrousse. Un bras coupé, une jambe en moins, une gueule cassée, c'est vrai que ça vaut de l'argent, mais franchement, les cauchemars. Ne restent que les témoignages des proches des victimes et les travaux de certains médecins. Ce sont eux qui ont tourné les films qui ont servi d'inspiration aux réalisateurs et ont été intégrés au générique, celles tournées au service de santé du Val-de-Grâce. Il faut en effet attendre la guerre du Vietnam et la fin des années 70 pour que le corps médical définisse le concept de traumatisme de guerre ou PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Les symptômes sont systématiquement relevés, sursaut au moindre bruit, tremblement, répétition de scènes dans la tête ou en rêve que le patient ne peut chasser, perte d'émotion, incapacité à faire des projets, dépression, amnésie, etc. Ce n'est qu'en 1992 que le terme de blessé psychique, qui désigne l'état des personnes ayant subi un traumatisme psychique, est apparu dans les textes officiels français. L'absence de comptabilité de ces blessés psychiques de 14-18 reflète le manque d'intérêt des pouvoirs publics à leur égard. On peut citer Louis Cros, ouvrez les guillemets, « La reconnaissance officielle de ces blessures de l'âme ne viendra jamais. Leur indemnisation sera très parcimonieuse, accordée à regret et souvent entachée de réprobation. » Fin de citation. Les blessés psychiques de la Grande Guerre ont dû, quant à eux, faire face à un deuxième trauma, l'oubli ou l'indifférence de leurs concitoyens. On ne saura jamais vraiment combien ont souffert de leur traumatisme psychique jusqu'à leur mort, hantés par les cauchemars, les reviviscences, ni combien n'ont pas su retrouver leur place dans leur famille, leur travail ou dans la société. Et pour ce que ça vaut, cette vidéo leur est dédiée. En guise de conclusion, les fragments d'Antonin, c'est bien plus qu'un simple divertissement, c'est vraiment un véritable objet mémoriel, un support de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Par sa richesse thématique et la subtilité de son approche, il permet d'approcher l'expérience du soldat dans presque toutes ses dimensions. On ne peut ici que saluer le travail énorme fourni par Gabriel Le Beaumain et ses équipes. D'ailleurs au passage, signalons la contribution de ce dernier à la récente série documentaire consacrée au procès de la collaboration en France, diffusée sur France Télévisions. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de creuser le sujet de la Première Guerre mondiale et, évidemment, de voir les fragments d'Antonin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la autour de vous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur votre plateforme de podcast favorite pour retrouver nos épisodes audio. Vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux, tout est dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, restez calmes et écoutez les historiens.